Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast dédié aux social media et community manager réalisé par Swello, plateforme de gestion de réseaux sociaux en partenariat avec le blog du modérateur. Dans cet épisode, on va décortiquer comment une équipe com passe d'un statut de nouvel entrant qui vient challenger le marché à celui de co-leader et ce que ça change concrètement dans la stratégie de contenu. Mais nous allons aussi parler de la stratégie d'employé de Voici que vous avez mise en place chez Swile et de la manière dont vous annoncez la sortie d'une nouvelle fonctionnalité. Je suis Jonathan, CEO et cofondateur de Swello, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Thomas Vicenti et Thibaut Foissier qui travaillent chez Swile. Bonjour Thomas, bonjour Thibaut, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour, je suis Thomas, je suis social lead et brand manager chez Swile depuis 4 ans. J'ai une dizaine d'années d'expérience en agence de publicité chez Fred et Farid, Ogilvy, Rosa Paris, où j'ai bossé sur des clients comme Skoda, Carambar, Humanis, Paris en Sport et pas mal d'autres, avant de rejoindre du coup le merveilleux monde des avantages salariés il y a quelques années. Et moi, c'est Thibaut. Pareil, j'ai fait toute ma carrière en agence de publicité sur des sujets comme CIC, Leclerc, Adidas, pas mal de bières aussi. Et j'ai rejoint Swile il y a 5 ans maintenant en tant que creative lead à la brand. Et mon job de creative lead repose sur 2 piliers. Le premier, c'est d'être garant du tone of voice et de la personnalité de la marque en interne. Et mon second pilier, c'est de piloter l'idéation et la création de toutes les campagnes awareness et considération de la marque et aussi des contenus sur le social media avec Thomas. Bah écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous définir avant toute chose ce que c'est Swile ? Swile, c'est, pour être très simple, c'est la solution de paiement unifiée du monde pro avec 3 grandes verticales, les avantages salariés, le déplacement pro et les expenses. Et je crois qu'il n'y a pas, enfin nous on l'a eu assez tôt, on était 6-8 personnes, il n'y a pas de limite. À partir de quand on peut mettre en place Swile ? À partir de 1 employé. Un employé, ouais. Il n'y a pas de souci. Non, effectivement. Après, voilà, il y a des offres qui ne s'y prêtent pas, forcément. Bien sûr. Mais non, il n'y a pas de limite. Mais après, on a évidemment des priorités business en fonction des moments de la boîte. Mais non, il n'y a pas de minimum. Et alors, au niveau de l'équipe com, enfin l'équipe déjà en général, ma question c'est combien vous êtes chez Swile aujourd'hui ? Et au niveau de l'équipe com, vous êtes combien ? Et en social media plus précisément ? Ouais, aujourd'hui, donc on est en France et au Brésil chez Swile. On est à peu près, je pense, 1000 au global, avec 700 personnes, je dirais, sur la France. Au sein de l'équipe com, on est une vingtaine de personnes, donc juste l'équipe brand. On bosse comme une agence interne et externe à la fois. Il va avoir dans ces 20 personnes, on va avoir des rédacs, des personnes social media, des designers, des motion designers, quelqu'un qui s'occupe à la strat. Et l'idée, c'est que d'un côté, on a 2 jambes. On a une jambe où on va bosser pour l'INO, pour le business, et les permettre de la mettre dans les meilleures conditions. L'idée, c'est que quand un sales il appelle un client, ils connaissent aussi déjà Swile, et on va lui donner toutes les cartouches pour faire au mieux son job, l'aider sur les présentations, sur le discours. Et à côté, on va aussi essayer toute l'année de construire une marque et essayer de construire cette roadmap, ses activations, selon bien sûr les temps forts, et de construire la marque qu'on a construit depuis 5 ans maintenant, depuis 7 ans maintenant. Sur quels réseaux sociaux aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est sur LinkedIn, Instagram et TikTok. Ok. Et est-ce que, enfin, pourquoi ces réseaux précisément ? Est-ce que vous avez tenté d'autres réseaux, au final ça s'est pas fait ? Pourquoi cela ? Très vite, on est allé sur LinkedIn parce que il y avait déjà des réseaux qui c'est très grand public comme Instagram, mais où c'est très très dur d'émerger, surtout quand on est une boîte qui est assez jeune, qui n'a pas forcément un gros budget. Il y a LinkedIn qui était une évidence parce que, in fine, les décideurs, c'est les RH et qui sont souvent sur LinkedIn, mais aussi parce qu'on parle beaucoup aux salariés et que le réseau du social, du monde du travail, c'est LinkedIn. Et on est arrivé en se disant que sur LinkedIn, il y avait des codes qui étaient très droits, comme dans le B2B d'ailleurs, et qu'on avait envie de casser ces codes, d'émerger. Aujourd'hui, il y a ce truc on est exposé à 1500 à 2000 messages publicitaires par jour. Même si notre cerveau, c'est Einstein, au bout d'un moment, il ne peut pas tout retenir, donc il faut sortir du lot.
Sur Insta, il y avait déjà ce côté vachement entertainment, plein de contenus qui sortent du lot. Sur LinkedIn, c'était pas forcément le cas à l'époque. Nous, on est arrivé et on s'est donné ce rôle d'entertainer sur LinkedIn, ce qui du coup, même sans budget, nous a très vite permis d'émerger, sortir du lot. Et au final, c'est toujours ce qu'on cherche quand on est une boîte, qu'on est assez jeune, c'est comment on va réussir créativement à sortir du lot. Et je pense que LinkedIn, avec la force créa qu'on avait, du coup, qui était plus dans les équipes de Thibaut, même si on bosse au quotidien ensemble, c'était le bon endroit pour que notre message soit diffusé le plus largement possible. Ok, et après, donc, vous êtes aussi sur d'autres réseaux, tu disais? Ouais, après, on est allé du coup sur Instagram Ouais. et sur TikTok. Plus récemment, je pense maintenant, ça fait 2 ans qu'on y est. Sur Instagram, on a mis longtemps, je pense, à trouver notre place. On y était, on avait du mal à émerger, on tentait de sortir du lot, mais on n'y arrivait pas du tout. On a tenté plein de choses, vraiment, on a fait du mème, on a fait de l'influence avec une tonne de partenariats en influence. Je pense que depuis 2 ans, on y a passé plus de temps avec les équipes, on s'est posé les bonnes questions, on a repensé la stratégie de contenu et on est allé sur davantage de contenu qui avait du fond versus vachement de snack content qu'on faisait avant. On est partenaire par exemple du MHSC. Là récemment, on a fait une interview avec le coach du MHSC sur les parallèles entre le monde du travail et quand on est coach de foot au final, c'est du management. Et derrière, on a fait pas mal d'extraits. On a un format long et plein de formats courts qui viennent vivre. On a également fait bosser, au lieu de bosser avec plein de créateurs de contenu, on s'est dit, on va bosser avec un seul créateur de contenu. Et ce créateur de contenu, on va lui donner toutes les guidelines de la marque, ce qu'on a envie de dégager, et on lui a donné carte blanche pour aller à la rencontre de nos affiliés, donc concrètement les restaurateurs, partout en France, pour aller chercher des restaurateurs qui ont une histoire, et ils se baladent toute l'année, partout en France. Et il va à la rencontre de ces restaurateurs qui ont des histoires, et c'est des formats qui ont hyper bien marché, où on rentre vraiment dans l'intimité, et ça c'est avec la tonalité de la marque, mais également on va rencontrer tous ces affiliés avec qui on bosse, ces restaurateurs au quotidien. Ce que dit Thomas, il y a en fait, ce qu'il faut comprendre aussi sur l'ADN de Swile, en tout cas du côté de la brand, c'est que depuis le début, on a une stratégie de B2C2B. C'est-à-dire qu'on opère, nous, sur un marché B2B. C'est-à-dire qu'à la fin, la carte, tu peux la trouver très jolie, mais si ton RH ne veut pas la prendre, tu ne peux pas l'acheter, toi. Mais on voulait tout de suite émerger sur ce marché qui est trusté par des acteurs qui sont là depuis 30 ou 35 ans. Nous, on était tout jeunes, tout frais. On voulait tout de suite arriver et conquérir d'abord le cœur des utilisateurs, donc des employés, et en faire des ambassadeurs, en faire des prescripteurs auprès de leur RH. Donc en fait, on a ce truc à la fois d'être B2B par nature, parce qu'on est une solution RH et CSE, une solution interne, entre guillemets, mais on voulait construire une marque et saisir le cœur des utilisateurs. Et c'est pour ça que sur le social media, c'est en fait, on a cette dualité. On va sur LinkedIn naturellement parce qu'il y a notre cible business, mais on va les traiter comme une cible utilisateur avec des contenus d'entertainment, comme le disait Thomas. Et à la fois, on avait l'absolue nécessité d'aller sur Instagram et TikTok aussi pour générer du contenu, être dans les conversations, être dans le feed des gens, comme une marque comme Spotify, comme n'importe quoi, comme une marque de tous les jours. Parce qu'avec notre produit qui est une carte et une app qu'on doit utiliser tous les jours pour toutes les raisons, comme je te l'expliquais avant, en fait c'est pareil, on doit être au contact des gens, on doit leur envoyer des contenus, on doit les inspirer, et puis c'est pas naturel aussi que d'avoir sur ce marché une carte qui à la base est ta carte pour payer ton déjeuner, qui en fait fait 1000 autres choses dans ta vie. Il faut donner des solutions aux gens, de leur dire vous pouvez aller voir tel spectacle. Si vous faites quoi ce week-end, vous faites chier, vous pouvez aller à l'aquarium avec votre carte Swile. Ça paraît pas naturel, mais c'est le cas. Donc on a aussi besoin d'aller chercher les gens dans leur quotidien pour faire en sorte que notre produit soit dans leur quotidien, parce que c'est notre volonté, et by design, il a été construit comme ça. Juste avant de continuer, et on va parler de l'employé advocacy dans un instant, tu disais quelque chose, vous êtes arrivé dans un marché qui était ultra concurrentiel. Ouais. Il y avait des gros acteurs du coup. Oui, il y a des très gros acteurs. Il y a Edenred, il y a Sodexo pour ne citer que, mais c'est un marché qui effectivement qui a plus de 30 ans d'existence et avec 2 énormes leaders que je viens de vous citer. Mais on a réussi en 6-7 ans à se créer une place.
et puis plus qu'une place d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est co-leader, ce qui est une sorte de miracle, hein, honnêtement, mais qui était un objectif affiché et clair. En fait, la feuille de route, elle était limpide, hein, c'était un objectif qu'on voulait atteindre et qu'on a réussi à atteindre dans les temps. Mais c'est un marché qui est très compliqué, qui est très réglementé, parce qu'on se parle de pouvoir d'achat, on se parle du monde de l'entreprise, donc c'est l'économie, c'est quelque chose qui est assez costaud. Et on est arrivé justement en se disant, on a beaucoup misé sur la brand au début, en se disant c'est le meilleur moyen pour se créer une place. Parce qu'en fait, on n'était pas invité à la table des appels d'offres, on n'était pas dans la tête des RH au moment de choisir des solutions d'avantage salariés. Du coup, bah, on s'est dit, ouais, effectivement, les utilisateurs, les gens, c'est le plus intéressant parce que on peut les atteindre encore plus facilement. Et surtout, quel est notre avantage aujourd'hui concurrentiel au moment du démarrage de Swile? Bah, c'est qu'on est capable, nous, d'être créatifs, de créer une marque puissante, de l'appeler Swile, qui est un nom qui est sympa. Hein, tu vois, après, chacun est libre d'en juger. Ça s'appelait Launcher au début, c'est devenu Swile. On a fait un rebranding, mais c'est empreint de subjectivité. Mais d'avoir un nom qui soit aussi un peu sympa à l'oreille et qui sonne pas solution RH, qui sonne marque. Et on s'est dit, le meilleur moyen d'émerger pour l'instant, ça va pas être avec notre produit ni avec notre offre, ça va être avec notre marque. Donc on a été à la recherche de coûts de communication. On a essayé d'être disruptif, d'être irrévérencieux, d'embêter la concurrence tout de suite, en fait, de faire un maximum de bruit en se disant c'est le seul moyen de se faire repérer, d'exister dans la pièce. On était dans une logique de croissance ultra rapide, et donc du coup, nous, on devait être aussi ultra rapide et accompagner cette croissance parce que on sortait des features, on sortait de plein de fonctionnalités, il fallait que la marque sorte plein de choses, et qu'en fait, qu'on occupe la place pendant très longtemps, qu'on ait tout le temps un truc à dire, tout le temps un avis sur les choses, un truc pour embêter quelqu'un, toujours d'être là, de faire un maximum de bruit, et ça nous a vachement aidé. Et aujourd'hui, on est à un point de bascule où du coup on est plus mature, on est une grosse entreprise, on est rentable, on est co-leader, et du coup on est pile au carrefour on était des entertainers, des trublions si tu veux du truc. Aujourd'hui on est crédible, on a un produit qui est ultra solide, on n'est plus du tout dans l'exploration des features, on a une solution tout en un qui répond à toutes les verticales d'une entreprise sur la partie avantage salarié et paiement du monde pro. Et du coup, on se doit de garder notre personnalité parce que c'est ce qui nous a fait émerger, c'est ce qui a séduit la plupart de nos clients. On doit garder ça. Pour autant, on doit être conscient aussi de notre statut aujourd'hui et on sait il y a une vertu à ça, c'est qu'on n'a plus besoin de faire un maximum de bruit, de mettre des paillettes et des perruques, parce qu'en fait derrière c'est très solide. Ce qu'on a, voilà, le produit il est nickel. Donc en fait on doit trouver une solution pour mettre en avant le produit maintenant, parler de notre produit sans devoir cacher quoi que ce soit, les peintures ou au début il y a des coutures, donc tu dis ouais c'est génial, mais effectivement tu es encore en train un peu de fignoler le truc. Aujourd'hui le truc il est nickel, donc on doit trouver le point de rencontre entre être divertissant, ne pas se trahir, garder notre ADN qui nous a fait émerger et qui fait partie de notre ADN tout simplement, et plugger à ça des contenus, un comportement de leader sur un marché qui est sûr de ses forces et qui doit aussi convaincre. Aujourd'hui, on a des clients qui sont gigantesques, on a des clients dans le domaine public aussi, donc on doit aussi être ultra crédible. Donc c'est comment réussir à être crédible sans devenir chiant. Parce que le début, c'était ça, en fait, c'était de pas faire du B2B, pas parce qu'on fait du B2B, être chiant. Donc aujourd'hui, c'est toujours ne pas être chiant, mais être plus B2B peut-être. Puis on a envie de garder la recette de ce qui a créé un lien au final avec les utilisateurs, qui est aujourd'hui les points qu'on adresse, c'est les problèmes des utilisateurs. On va pas rechercher le problème qui va juste concerner le décideur, mais vraiment tous les utilisateurs au quotidien. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de se démarquer dès le début. C'est au final de vraiment s'axer sur le B2C, sur les problèmes de tout le monde. Et c'est ça qu'on a toujours mis en avant dans nos communications sur les réseaux sociaux. Après, bien sûr, aujourd'hui, on a un produit qui est hyper solide, dont on peut parler beaucoup plus. Mais par contre, on va le faire toujours de la même manière avec ces pain points qui sont vraiment les pain points des utilisateurs au quotidien. Alors, maintenant, on va parler, si ça vous va, d'Employee Advocacy, puisqu'on parlait de LinkedIn il y a un instant. Thomas, est-ce que tu peux nous définir déjà ce que c'est l'Employee Advocacy ou Thibaut d'ailleurs, comme vous voulez. Ouais, globalement, ça va être quand c'est tous les employés qui vont venir prendre la parole, qui vont participer à la communication de la marque sur les réseaux sociaux.
ou ailleurs d'ailleurs. Mais là, on va faire spécifiquement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été une grosse force de frappe chez nous depuis le début. On a une grosse culture d'entreprise. Quand on arrive, on va un nouveau Swilers, quand il arrive, il va une semaine à Montpellier. Là, j'y vais demain, par exemple. Et il va rencontrer tous les services. Parce qu'on est une boîte de Montpellier, sinon ça n'a Ouais, pas de sens. exactement. C'est vrai que je dis pas pourquoi, mais en effet, parce qu'on vient de Montpellier, que Loïc, notre fondateur, habite à Montpellier. Ok. Notre siège est à Montpellier, même si on a des locaux du coup à Montpellier, Paris et Toulouse. Et du coup, le siège est à Montpellier. Chaque nouveau spoiler va passer une semaine à Montpellier, rencontre toutes les équipes et se retrouve imprégné dans la marque. Et tout de suite, ça crée quand même un attachement, une culture où on a tous ce socle commun. Et là-dedans, il y a un truc, c'est que on a émergé notamment sur LinkedIn. À la base, on n'avait pas, et on n'a toujours pas d'ailleurs, des milliers à mettre en médias. C'est vraiment l'organique on émergeait en organique. Et ça, on a émergé en grande partie grâce aux Swilers. Donc, ce qu'on appelle les Swilers, c'est les salariés qui bossent chez Swile. Parce que c'était eux qui venaient interagir avec le contenu, qui venaient partager le contenu, qui venaient prendre la parole. Donc ça passait par quelque chose de très simple au début. Dès qu'on publiait, on avait un chat Slack où on partageait nos posts et les Swilers venaient interagir, partager ce contenu et on a démultiplié notre force de frappe comme ça. Et aujourd'hui, on va plus loin, on les accompagne bien sûr dans la manière dont ils peuvent prendre la parole. Aujourd'hui, on a, ce que je disais, en France, on est 700 Swilers. On peut pas écrire le post de chaque Swilers qui a envie de prendre la parole. Donc on essaye avec Thibaut, avec l'équipe Prendre, de leur donner un maximum d'autonomie. Thibaut, là, il y a pour le coup quelque chose qui est super bien qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Thibaut, il avait déjà écrit, lui, tout un guide de tone of voice pour Swile, pour que tous les Swilers qui puissent prendre la parole sachent comment prendre la parole. Ça, ça s'est développé, ça s'est transformé. Aujourd'hui, ça a commencé avec un prompt qu'on donne à tous les Swilers qui leur permet d'écrire, de vérifier que leur message a le bon tone of voice. Là, aujourd'hui, on va plus loin avec, on a créé ensemble un agent LinkedIn, du coup, sur l'intelligence artificielle, qui permet aux Swilers d'écrire des posts en donnant un peu de contexte, mais d'avoir un côté qui est très naturel, qui fait pas des posts à la chaîne, qui se ressemblent tous, qui sont sans âme, mais qui sont, qui permettent de vraiment faire passer le message que chaque Swiler veut faire passer, mais avec justement tous les codes de LinkedIn. Deux choses qui sont hyper importantes sur l'employé advocacy, ce que disait Thomas, c'est que nous, côté créa, typiquement, on sait que les gens chez Swile sont extrêmement impliqués, extrêmement fiers de la marque. Et du coup, nous, quand on sort un contenu un peu important, ou une campagne ou qu'est-ce, on leur donne avant la primeur, on leur montre la campagne, le contenu. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour nous de savoir si on a fait de la merde ou si c'est génial. Parce qu'en fait, ils sont ultra sincère et il y a une liberté de parole qui est folle en interne chez Swile. Et nous, c'est notre meilleur étalon. On le voit tout de suite. On sait que si ça plaît en interne, c'est sûr que ça va plaire en externe parce qu'ils sont ultra représentatifs. Et en fait, ils sont tellement exigeants. Tout le monde est très exigeant chez Swile et en interne vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Du coup, on sait qu'il n'y a pas de faux semblants. On ne dit pas c'est génial par défaut. On nous dit quand c'est moyen. On nous dit quand c'est raté depuis toujours. Et c'est hyper sain. Et du coup, ça, c'est un super étalon pour nous de savoir si l'interne est conquis, parce qu'on sait que ça va marcher derrière. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, sur la partie tone of voice, agent IA, etc., effectivement, il y a la volonté de créer de l'autonomie, mais en fait, à la base, c'est surtout la volonté de construire une marque qui est ultra puissante sur tous les points de contact. En se disant, aujourd'hui, effectivement, on peut faire un post par jour, etc., mais typiquement, si on se concentre sur le service client, il y a 200 personnes qui parlent toute la journée au nom de Swile à une centaine de personnes chacun. Donc du coup, on se dit, en fait, c'est là aussi où la marque, elle existe. Et très vite, on s'est dit, OK, il faut qu'on crée ce qu'est le tone of voice, il faut qu'on le rende intelligible, il faut qu'on le rende utilisable, il faut qu'on en fasse un outil. Et on fait aussi moi, je fais beaucoup de formations, notamment avec les gens du service client, les gens du care, pour leur offrir une liberté de ton, quelque chose de très naturel, parce que ça fait partie de notre ADN de créer de la proximité, de parler normalement, de pas être jargonneux,
de pas être trop complexe, etc. Mais en leur donnant des tips de tone of voice pour que, en fait, qui que ce soit ait un contact avec Swile ou que ce soit, en ressorte quelque chose de sympa, un ressenti. Et je me rappelle même au début, tu vois, quand on mettait à jour l'app toutes les 2 heures, on avait sur les stores, tu sais, t'as une description de la mise à jour. En fait, on n'était pas du tout en train de faire une liste de features. On parlait de la météo, on parlait de... On leur faisait une blague, on mettait un peu de contexte, etc. Et on y mettait beaucoup d'importance en rédac, en se disant, c'est pareil, c'est un endroit où on a un point de contact avec Swile. Et pour aussi faire appel à ce que disait Thomas au début, tout ça est fait de telle sorte à ce que si un jour un sales se retrouve face à quelqu'un et lui dise je travaille chez Swile, que la personne en face ait un avis, quel qu'il soit, mais qu'il a un truc de ah ouais cool, ah j'ai vu ce truc là, c'était marrant, ah oui machin, ah un jour j'ai eu affaire à truc machin, ou ah j'ai détesté, enfin qu'importe. En tout cas, on est déjà fait ressentir quelque chose, que ce soit vraiment tout sauf froid, parce qu'en fait les solutions RH, en vrai il y a rien de plus froid. Donc nous c'est vraiment ce truc là. Donc ça a une importance fondamentale. Et effectivement, aujourd'hui, on l'a étendu à LinkedIn parce que naturellement, en fait, avec le temps, les Swilers se disent ok, c'est cool, on est Swile, on prend énormément la parole. Moi aussi, j'ai envie de shiner. Et en fait, on fait tellement de choses qui sont cool, des salons, des événements chez nous, des contenus, des machins, qui disent moi aussi, j'ai envie de publier sur mon LinkedIn. Ça a créé aussi, je crois, hein, tu confirmeras, mais ça a créé beaucoup d'envie chez les gens de créer du contenu. Alors qu'il y a quand même ce truc, pour beaucoup, de se dire: «En vrai, jamais je vais publier sur LinkedIn, c'est trop bizarre». Genre mes amis vont se moquer de moi, vont me dire que je suis bizarre et cetera. On a réussi aussi à désacraliser un peu le post LinkedIn ou le post Insta ou qu'importe, mais de leur dire en fait, vous avez pas besoin d'être influenceur, vous avez pas besoin d'avoir une illumination ce matin au petit déjeuner qui fait que vous allez créer une entreprise ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste prendre la parole, valoriser votre travail et le faire de manière ultra naturelle sans qu'on se dise d'un coup qu'est-ce qu'il a, il se la raconte, il est devenu fou, ou pourquoi il fait ce post, c'est trop bizarre, c'est écrit avec une IA, c'est sûr et certain. Voilà, on a réussi aussi à donner une sorte d'élan, et nous forcément ça nous profite énormément parce que c'est de l'influence gratuite entre guillemets, et en tout cas naturel et volontaire, donc il n'y a rien de plus très authentique et sincère, donc ça c'est top pour nous. Puis le côté volontaire, je pense qu'on l'a de plus en plus vu, comme disait Thibaut, hein, mais ces dernières années, je pense qu'au début c'était pas du tout une demande que j'avais dans mes DM sur Slack. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où j'ai pas 1 à 2 points avec un Swilers qui m'a écrit et qui m'a dit Thomas, j'ai envie d'être plus présent sur LinkedIn, je sais pas par où commencer, est-ce qu'on peut se prendre un café? Et je me fais 1 à 2 cafés par semaine avec des Swilers qui ont envie de passer quelque part et qui ont juste envie de se dire ok, par où je commence, comment tu peux m'aider, et souvent ils se lancent et ils se rendent compte que souvent ça prend, et qu'il y a personne en fait qui leur dit t'as fait un post, il était nul, ça n'arrive pas. Donc nous on est là pour les accompagner, mais ouais, ça c'est de plus en plus et c'est un super signe pour nous en interne. Ouais. Est-ce que vous auriez des chiffres sur ça? C'est-à-dire que tout à l'heure j'entendais 1000 personnes au niveau de Swile, 700 en France. Est-ce que vous avez un pourcentage de personnes qui publient aujourd'hui sur LinkedIn, ou alors l'impact que ça a en termes d'impression ou autre, enfin voilà, des chiffres qui montrent la puissance de cette stratégie? Aujourd'hui, je sais qu'il y avait eu, on avait reçu un rapport comme quoi sur le secteur en tout cas, sur notre secteur, on était la marque où il y avait le plus d'employés qui publiaient pour le coup, ou en termes de pourcentage. J'ai plus le chiffre en tout cas en termes d'un peu de nombre d'impressions, mais pour le coup, on avait eu cette stat qui était que c'était les Swilers, les gens de chez Swile qui publiaient le plus en termes d'employés advocacy sur notre secteur d'activité. Ok. Donc du coup, si j'ai bien compris, au début ça se faisait un peu comme ça, puis après il y a eu de l'engouement aussi qui est arrivé avec le fait que l'entreprise a grandi, avec le fait aussi qu'il y ait des résultats, je suppose. Et là maintenant, donc il y a eu l'agent IA qui a été développé pour garder ce ton de voix, mais de ce que je comprends, c'est aussi globalement, c'est pas que pour LinkedIn et les réseaux, c'est pour quel que soit le poste, pour qu'il y ait les mêmes arguments, les mêmes façons de parler, les mêmes mots, etc. Une fois que cette stratégie elle est mise en place, vous allez plus loin avec vos salariés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments où vous vous réunissez pour dire voilà, tous ceux qui font de l'employé advocacy, on va aller et on va faire ce genre de, enfin on va aller dans cette direction-là et on va faire ce genre de choses-là. Est-ce que dans le channel Slack il y a des conseils en plus? Est-ce que il y a vraiment un cadre qui est appliqué à la stratégie d'employé advocacy, ou est-ce que là vous en êtes du coup à ce moment-là où les gens publient, ça fonctionne, ils peuvent utiliser cet outil-là, ils peuvent vous demander des conseils, mais il n'y a pas un
un moment où vous êtes tous réunis pour ça, pour l'employé advocacy? Alors, il y a un moment, en l'occurrence, aujourd'hui qui n'est pas institutionnalisé, mais il y a un moment qui est clair, dont parlait Thomas plus tôt, c'est l'onboarding. En fait, on a, nous, à la brand, typiquement, on a un créneau d'1 heure et demie avec tous les gens qui arrivent chez Swile, où on leur parle de ça. On leur parle de ça pendant 40 minutes, de pourquoi vous pouvez être ambassadeur, comment faire, voici les formations, voici les outils. On fait des formations sur les outils, aussi sur l'utilisation des outils IA. Donc c'est ce moment-là, en fait, c'est à la porte d'entrée. C'est le paillasson, quoi, entre guillemets, l'employé advocacy, c'est dès le début. Et après, au-delà de ça, alors, sauf erreur de ma part, effectivement, il y a les chains Slack et tout, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réunion. Chains Slack, on a des monthly, on a des monthly chaque mois où c'est vrai. On a par exemple les équipes business qui viennent présenter les principaux chiffres. C'est plus la réunion interne de toute la boîte chaque mois. Ça nous arrive de prendre la parole. Je l'avais pris il y a quelques temps justement pour parler de l'importance de LinkedIn, de refaire tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 4-5 ans et qui n'ont pas eu cette pré-onboarding depuis 4-5 ans. Donc juste de montrer nos chiffres, de montrer aussi toutes les personnes qui prennent la parole chez Swile, qu'on est là pour les accompagner, et plus sous forme de piqûres de rappel et des grandes choses qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place. Mais c'est des temps de parole où on peut intervenir et leur rappeler qu'on est là aussi pour les accompagner là-dessus. Et puis c'est aussi des moments qui sont intéressants pour remettre un peu en perspective, parce que l'idée, c'est pas du tout de leur dire publier sur LinkedIn, parce que en fait, c'est ça qui est particulier et qui est super agréable, je trouve. C'est que nous, on est des professionnels de la communication et de la publicité, on travaille dans une boîte de la tech, avec des sales, avec de l'IT, avec des devs, etc., avec des métiers dont la communication n'est pas leur priorité. Enfin, tu vois, ils sont pas experts de ça, et puis c'est pas leur sujet, et c'est pas leur vie, et tant mieux. Et du coup, on a aussi ce truc qui est super agréable, c'est toujours de mettre en contexte et en perspective le pourquoi du comment on leur dit publier sur LinkedIn, quel est l'intérêt pour eux, pour nous, pour la marque, etc. Et c'est super, super intéressant pour nous parce que ça nous demande aussi un devoir de pédagogie constant et de logique derrière nos actions. Parce qu'en fait, si tu vas avoir un commercial chez nous qui est débordé et que tu lui dis très bien que je publie sur LinkedIn, et il va te dire je n'ai pas le temps. Mais si tu lui expliques le par A plus B, le pourquoi du comment, déjà vis-à-vis de la marque, ce que ça va générer, ce qu'est l'employé advocacy, pourquoi c'est bon pour les algos, à quoi ça nous sert nous en termes de relais, pour lui, pour son réseau, pour son business, pour le truc, pour l'effet que ça va avoir quand il va arriver en rendez-vous, etc. Cette mise en contexte-là crée de l'intérêt. Et puis, il y a que des gens intelligents chez Swile, donc en fait, tout le monde comprend très vite l'intérêt de ça. Donc effectivement, il y a ces points de contact-là, monthly, onboarding, où c'est vraiment de l'acculturation et de la pédagogie autour de ça, plutôt que c'est pas une guidelines en fait de publier sur LinkedIn. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son LinkedIn perso, ses réseaux perso. Mais justement, on a besoin de convaincre aussi, et c'est bien parce que nous, ça nous maintient en forme. Puis, je pense qu'il y a un truc, c'est l'algorithme LinkedIn a énormément changé depuis 2 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde, sur notre feed, il y a 98% des posts, c'est des posts de gens, de personal branding. Derrière, il va y avoir seulement 2% sur un post qu'on fait. Il y a 2% de notre communauté qui vont voir dans leur feed notre post. Du coup, aujourd'hui, on a aussi besoin de donner la parole via les Swilers, que eux portent notre message. Parce qu'aujourd'hui, si on veut garder une visibilité tout en restant sur l'organique, ça passe aussi par eux. Et du coup, par cet accompagnement, par leur montrer tout ce que ça peut leur apporter, tout ce que ça peut aussi nous apporter et comment on arrive à travailler ensemble là-dessus. Mais je pense que l'algorithme nous a obligés un peu à donner encore plus d'importance à l'employé advocacy. Et je pense que ça a vocation à continuer à prendre de plus en plus d'ampleur. Je pense pas que l'algo fera demi-tour là-dessus. Mais du coup, si je comprends bien, parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle d'employé advocacy, ça part sur l'envie d'une personne qui travaille chez Swile de publier. Il n'y a aucune obligation. C'est vraiment voilà ce qui est mis en place, voilà les résultats. Si vous avez le souhait de le faire, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est mon premier point. Parce que souvent, les gens me disent ouais, mais il y en a qui n'ont pas envie dans mon entreprise de le faire, etc. Mais comme chez Swelo, en réalité, c'est ceux qui veulent le faire le font, sinon c'est pas grave. Donc c'est bien ça chez vous aussi ? Ok, et du coup, mon autre question, c'était comment, par exemple, un bizdev va trouver les sujets sur lesquels il veut communiquer, parce que j'entends bien qu'il y a un agent IA sur le ton de voix, qu'il peut questionner pour dire, voilà, j'ai envie de parler de ça, comment je fais, mais comment il détermine les sujets? Est-ce qu'il y a une impulsion? Est-ce que c'est un jour, il se dit, voilà, j'ai vu ça qui est intéressant, j'ai envie d'en parler? Enfin, comment ça se passe? Nous, aujourd'hui, il y a déjà
il y a une base, c'est tous les contenus qu'on crée, nous, Swile. Là, on pourra en parler après. On a fait un contenu sur les dessous de la carte et comment on crée la carte Swile. On a plein de contenus qu'on crée et qui sont à chaque fois des contenus qui sont intéressants pour eux parce que nous, les sujets, on va les avoir aussi en partant de discussions avec les équipes care, en voyant que ce problème, par exemple, revient régulièrement. On va faire un contenu dessus chez les utilisateurs. Et pour eux, c'est des sujets qui vont s'approprier et qui vont aller, eux, comme point de départ, qui vont prendre comme point de départ pour publier sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils ont tous ces contenus-là. Puis après, on est là aussi pour justement discuter avec eux de quand ils vont sur un salon, qu'est-ce qui peut être intéressant, à raconter, et de chercher le bon storytelling, le bon angle. Et ça, c'est souvent mes discussions de ce que je disais, je prends 1 ou 2 cafés par semaine avec des Swilers. C'est souvent des sujets qui reviennent. Et souvent, c'est eux qui trouvent la réponse eux-mêmes à travers la discussion, de me dire en fait, j'ai trouvé que j'étais vraiment à ma place à ce moment-là sur ce salon parce que je rencontrais des RH et je me disais en fait, ouais, notre produit répond parfaitement à son truc. Et c'est juste au final comment ils arrivent à structurer, à storyteller. Nous, on est là pour les accompagner, mais souvent, la réponse, ils l'ont eux-mêmes du bon sujet qu'ils peuvent prendre. On communique énormément. On a cette phrase en anglais de start-up, mais showcase your work. On montre énormément ce qu'on fait. Il y a depuis le début, il y a toujours eu beaucoup de transparence en interne. Tout le monde a accès à tout. Il n'y a pas de page bloquée sur Notion. Les chiffres, ils sont communiqués tous les mois avec beaucoup, beaucoup de transparence. Toutes les ressources sont disponibles partout, tout le temps. Et du coup, le travail aussi, il y a beaucoup de partage en interne et d'acculturation. On connaît vachement bien les métiers de chacun. Et on se montre les projets en cours, même ceux qui ont un peu foiré, ceux qui ont réussi. On montre tout le monde montre tout le monde montre tout à tout le monde. C'est pas facile celle-là. Mais du coup, il y a aussi beaucoup d'inspiration. Et après, nous, côté création de contenu, côté brand, il y a aussi un truc où, en fait, on a des verticales, on est armé. C'est-à-dire que, déjà, on connaît les temps forts business de l'année. On sait que, en septembre, il y a des problématiques autour de Noël, il y a des sujets autour de Noël pour les CSE, évidemment, on va arriver avec des contenus pour ça. Quand on va parler de travel, quand on parle d'avantages vacances, etc., on connaît notre année, nous déjà, on est sûr de notre karaté sur ce point-là. Et ensuite, on a nos brand managers côté brand qui, eux, sont responsables d'une verticale RH, verticale CSE, verticale RSE, etc. Chacun est honneur d'une verticale produit et anime cette verticale, est au contact des managers, est au contact des sales, des directeurs de département, etc. Parle à tout le monde sur ce secteur-là, donc est très au courant de ce qui se passe, très au fait. Et nous, on a évidemment nos rituels à la brand et à la créa pour se mettre au courant de ce qui se passe, quelles sont les opportunités, quels sont les pains du moment, quels sont les sujets chauds, quelles sont les priorités business. Évidemment, nous, on y répond par de la créa, par du contenu qu'on diffuse à tous. Donc, naturellement, tu vois, il y a une espèce d'alignement entre la réalité du calendrier, la réalité des utilisateurs, la réalité de notre client, etc. On essaie, nous, de créer des contenus qui répondent à tout ça en même temps. Et évidemment, ça donne envie aux gens de les publier. En moyenne, ça représente combien de postes pour un salarié? Enfin, est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est totalement variable? Totalement variable. On a des sales qui ont publié, j'en ai quelques-uns en tête, qui se mettent à publier quasiment tous les jours, tous les 2 jours, et qui aujourd'hui ont plus de 10-15 000 abonnés sur LinkedIn, et qui, je pense, c'est un des principaux leviers pour eux, pour développer du business, prendre la parole. D'autres qui n'ont sûrement jamais fait un post depuis qu'ils sont chez Swile. En volumétrie, je dirais qu'il y a quand même tu me corriges, mais au moins 2 opportunités par semaine de republier quelque chose. Ok. Il y a au moins 2 trucs, 2 opportunités. Donc là, vous direz quand même, dans ce que j'entends, que l'employé de Wakacy aujourd'hui a un vrai impact sur l'acquisition. C'est pas que la notoriété, c'est aussi sur l'acquisition. C'est ce qu'on remarque aussi chez Swelo quand on en fait, parce qu'on est plusieurs là maintenant, je dirais qu'on est 6 ou 7. Donc on est une boîte de 20 personnes, on est 6 ou 7, et ça représente 3,8 millions d'impressions sur l'année, mais aussi beaucoup d'opportunités. Donc c'est ce que j'entends aussi chez vous. Clairement, sur ce truc-là, on est totalement aligné avec ça, et nous on le voit même dans la nature des contenus qu'on crée aujourd'hui, où avant on allait on faisait un mème sur le Met Gala. Aujourd'hui ça n'existe plus ça chez nous, parce qu'on a tellement
de contenus business qui sont devenus intéressants et qui sont des leviers d'acquisition énormes, que en fait, la force créative, on va la mettre là-dessus. On essaie aujourd'hui d'être entertainer des produits de contenu d'acquisition, de contenu business. On en crée énormément, on met vachement en avant nos features. Et donc oui, complètement, 100%. On fait les contenus d'acquisition sont devenus cool, sont devenus sexy. On a réussi à craquer le truc en créa pour que ces trucs-là soient divertissants et donnent envie aux gens de publier ça en étant fiers du cœur de leur business et justement pas être juste dans une posture d'entertainment. Ouais, je pense que on le voit, hein, moi j'ai une jambe social media et une jambe brand manager. Sur ma jambe brand manager, quand je rencontre les sales directors, ils ont de plus en plus cette demande des équipes d'avoir des contenus avec du fond, mais toujours cet ADN et cette tonalité qu'on a, parce que pour eux, c'est une mine d'or pour aller communiquer à leurs clients, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, mais d'aller créer des livres blancs, d'aller créer des contenus, mais qui vont justement garder toute notre ADN de marque, mais qui par contre vont amener énormément de fonds, et on a un produit qui amène de plus en plus de fonds, qui dit de plus en plus de choses, qui est de plus en plus complet, et c'est comme ça qu'on est aussi devenu aujourd'hui co-leader sur le marché, et je pense que ça, pareil, ça a vocation à grandir, mais oui, ils ont des opportunités de plus en plus fréquentes, en tout cas, pour prendre la parole grâce au contenu qu'on leur donne. Au niveau, parce que là on a parlé du texte avec donc l'IA que vous avez, enfin le petit bot, l'outil IA que vous avez développé, les idées, donc on s'inspire de ce que vous produisez de votre côté pour les pages et vos profils sociaux chez Swile. Au niveau des images, au niveau des médias, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une banque d'images qui est dispo? Est-ce que c'est eux, par exemple, on parlait de salons tout à l'heure, qui prennent des photos et qui les republient? Aujourd'hui, là par exemple, je vais prendre les salons CSE qui avaient lieu la semaine dernière. Nous, on a envoyé un photographe à nous, quelqu'un de notre équipe, qui a pris des photos pendant toute la journée sur le salon. Du coup, des photos quali. Et derrière, on les a, dès le soir même, transmis à toutes les équipes. Ce qui fait que les équipes avaient du contenu pour accompagner leur poste. Et c'est toujours la même chose, c'est leur donner un maximum de moyens de poster. On ne poste pas à leur place. On les oblige pas du tout à poster. Mais par contre, on leur donne toutes les armes pour le faire. On les incite fortement. Non, mais en fait, c'est la force de la brand, c'est-à-dire que vu qu'on a une équipe capable de créer du contenu de A à Z, on est des artisans. C'est-à-dire qu'on a on n'a pas besoin de prestataires externes. Dans nos bureaux, on a un studio où on peut créer du contenu. On a des gens qui font de la captation, qui font de la réal. On a des monteurs. On est super autonome là-dessus et on crée énormément de contenu. Et même dans notre roadmap brand, au-delà de ce que je te racontais tout à l'heure, des enjeux business, du calendrier qu'on doit suivre, on se crée nous aussi des temps de création de contenu en se disant ça, c'est des images, vidéos ou photos qui vont être pérennes et qui vont être ultra utiles dans beaucoup de contextes. Quand je te disais tout à l'heure, par exemple, je fais une légère digression, quand je te parlais de l'importance de la marque sur tous les points de contact, il faudrait un jour que tu te refasses démarcher par Swile pour que tu puisses revoir une présentation commerciale aujourd'hui. Aujourd'hui, sur nos présentations commerciales, typiquement sur certaines de nos slides, elles sont ultra travaillées. Nous, on repasse dessus à la créa, en copywriting, en DA, etc. On est déjà allé faire des tournages pour créer des images uniquement pour nos présentations commerciales. On va faire de la captation vidéo pour avoir des fonds de slides animés, où il y a des gens qui sont en train d'utiliser notre produit dans des contextes d'utilisation qui nous paraissent pertinents par rapport aux cibles qu'on va adresser en termes de business. Et donc ça, c'est on produit énormément de contenu. Alors on peut le faire de manière très rapide sur un salon, une petite équipe, on va faire un contenu TikTok à l'iPhone, on va prendre des photos, on va mettre ça à disposition de tout le monde. Mais au-delà de ça, en fond de jeu, on crée énormément de contenu que tout le monde va pouvoir utiliser tout le temps, qui sera pertinent pour un post LinkedIn pour illustrer un propos, sur un fond de slide, n'importe où en fait. Donc on crée énormément de choses. On fait venir nos responsables de produits dans le studio, on leur pose 17 000 questions, on verra ce qu'on en fait. Voilà, on crée énormément de choses. Vous avez des outils pour vous aider à ça? Alors, encore une fois, je le répète, il y a l'agent IA, j'ai entendu le channel Slack. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un outil ou des outils que vous utilisez dans le cadre de l'employé advocacy?
Aujourd'hui, Slack principalement, du coup, en effet, qui va être Slack, vraiment, on a un channel qui est vraiment réservé à l'actu social media où on leur donne tous les contenus, tout ce qu'ils ont à dispo. Et Slack, pour le coup, c'est vraiment, on s'envoie très peu de mails. Hein. Enfin, jamais, en interne, il n'y a jamais de mail chez Swile. On passe uniquement par Slack. C'est pour Slack. ça que j'ai raté tes mails d'ailleurs. Et je pense que, du coup, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est Slack dans la culture qui est. Slack, c'est un média, il y a même des chans où tu réfléchis bien avant de poster dessus. Il y en a un qui est vraiment qui est Fairswiler, où tu te dis, nous, c'est quand on a une campagne, quand on prépare le dispositif de nos campagnes en disant, OK, on va publier sur LinkedIn, sur machin, etc. Pareil, Fairswiler, c'est un sujet. En disant, comment on le publie, qu'est-ce qu'on va écrire, etc. Tu réfléchis bien, tu craftes ton post Slack parce que tu sais que ça va avoir énormément d'impact. Parce que tu vas atteindre tout le monde d'un coup et que les gens voient, il y a rarement des publications sur ce channel, quand il y en a une, tout le monde va la voir. C'est hyper important. Donc c'est un média interne qu'on utilise nous beaucoup en disant là ça vaut le coup, là on le met sur Fairswiler parce qu'on a envie que ça explose et que ça arrose LinkedIn partout, etc. Est-ce que vous auriez ou un conseil en tout cas, un ou des conseils à donner pour quelqu'un, pour une entreprise qui veut se lancer dans l'employee advocacy? On commence par quoi? Quelle serait la première brique? Je crois que la première brique, c'est la culture en cascade, c'est-à-dire que de s'assurer que tout le monde est très aligné et très à l'aise avec la culture. En deux, je pense que c'est vraiment la confiance accordée, l'espèce de liberté de parole, de ton, liberté d'expression. Et en trois, c'est un mix entre clarté et transparence. Parce que moi, typiquement, quand je suis arrivé chez Swile, je me suis très vite senti à l'aise de prendre la parole en externe sur LinkedIn ou ailleurs. Parce qu'en fait, les chiffres, je les avais en tête. Les objectifs, ils étaient ultra clairs. Toute la boîte a 3 objectifs dans l'année. Ils sont tous très identifiés. Donc tu sais exactement pourquoi tu bosses. Tu sais si ça va dans le sens des objectifs de l'année. Tu connais les objectifs, tu connais les chiffres. Tu as accès à tout. Et en fait, ça reste... on a une méthode de travail, un modèle opérationnel qui est quand même une grande conversation. Et avec tous les services. Donc tu te sens vraiment très connecté. Tu vois, moi j'ai eu un sentiment, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais après une année chez Swile, je me suis dit tiens, je vois à peu près comment on fait pour monter une boîte. Alors que moi, à la base, je suis concepteur-rédacteur d'agence de pub, j'ai vraiment aucune idée de comment on fait une boîte. Je savais juste faire des accroches. Et là, très vite, je me suis dit ah ok, je comprends le délire. Je vois ce qui est important, je comprends l'importance de tel métier, je vois comment les choses se connectent, comment s'interconnectent, je comprends comment tu peux réellement te dire, tout le monde, 700 personnes ont 3 objectifs clairs, et tout le monde va mettre des trucs dedans, avec son expertise, mais on avance avec un objectif clair, on avance de manière très commune. Donc ce truc de confiance, de collectif, de culture, de se dire, ok, on a le même objectif à la fin, on avance pour la même chose, on pousse la même voiture, du coup ça crée ce truc de ok, je peux prendre la parole parce que je me sens pas, je me dis pas tiens c'est Thibaut qui a envie de dire un truc, qui a un point de vue sur son métier ou pour qui je me prends, tu vois, qui pourrait être un truc qui pourrait me retenir d'eux. Là je sais que je peux parler au nom de Swile, au nom de la boîte, donc ce truc parce que je me sens ultra intégré après la semaine d'onboarding, par tous les rituels, par les monthly, par les réunions annuelles aussi où il y a énormément de transparence et de conversation, parce que je sais que je pouvais, même après une semaine dans la boîte, interpeller mon CEO pour lui poser une question super random et qu'il allait me répondre de manière très précise et tout. Donc ce truc de grande conversation, de confiance accordée, de culture commune et d'objectifs communs, je crois que c'est le terreau de l'employee advocacy. Ouais, puis il y a la liberté, surtout, qu'on va donner aux équipes. Si on veut faire de l'employee advocacy et qu'on veut tout contrôler, chaque poste de l'équipe, autant ne pas le faire. Si demain, un Swilers, imaginons, fait un post qui dit pas exactement ce que je veux, si je vais lui dire, est-ce que tu peux modifier ou supprimer ton post, le message envoyé, il est terrible. La personne, jamais elle va republier derrière, elle va se dire, je comprends pas pourquoi je l'ai fait, si je dis un mot de travers, je vais me faire contrôler par l'équipe brand ou par le management. Et surtout, c'est pas grave si on retient, c'est comme n'importe quel poste, on a vachement, nous, cette culture du test and learn, que ce soit nos victoires ou nos échecs, vraiment, je pense que Internet les oublie en 2 minutes la majorité du temps. Donc, si on se trompe, s'il y a une phrase qui est pas bien tournée ou autre, c'est pas grave, dans 95% des cas. Donc, non, c'est bien sûr laisser cette liberté, cette autonomie aux équipes et se dire,
s'il y a une faute, c'est pas grave. Laissons la liberté, et c'est comme ça qu'on crée aussi cette envie de publier et de continuer à le faire pour le faire de mieux en mieux. Mais ce sera pas un 20 sur 20 dès le premier coup. Ouais, puis surtout, mais tu c'est te pas grave. dis s'il y a une erreur qui passe ou un post qui est pas bon, etc. À la limite, la remise en question, elle plus être de notre côté, de se dire, ok, comment on fait pour que ce soit impossible, ce cas de figure, quoi. C'est pas du tout. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, au contraire, quoi. Mais, c'est un truc qu'on a vachement, je pense, avec Thibaut, avec les équipes ou autres. C'est de leur donner un maximum d'autonomie. Je pense à donc moi j'ai Mathilde, une chef de projet social media, qui bosse avec moi et qui gère toute la partie community management. Moins elle me fait valider de choses, presque mieux c'est, parce que des fois en fait c'est un boulet qu'on a au pied d'aller faire valider à 1-2 personnes, et je préfère qu'elle publie, et s'il y a une erreur, c'est pas grave. On va juste se dire, ok, comment on peut l'améliorer après, et c'est plus en effet de mon côté de me dire, s'il y a une erreur, c'est parce que j'ai pas donné peut-être assez de connaissances, et j'ai pas transmis assez la connaissance de la marque, si on est arrivé là. Mais je préfère 100 fois qu'on fasse une erreur, mais qu'on ait publié, qu'on ait appuyé sur le bouton, que se poser la question, être sûr d'avoir le post 10 sur 10, mais qu'aura pris un mois de plus à créer pour 3 likes de plus. Ouais, ça nous a fait faire des conneries, ça. Ouais. On est un peu dans cette philosophie-là aussi chez Swelo, mais ça a pris du temps aussi, parce que au début, on veut se dire il faut valider ça, il faut valider ça, mais avec le temps, c'est vrai qu'on apprend ça, quoi. C'est bien mieux quand il y a plus de liberté, beaucoup moins de validation. Et au pire, s'il y a une grosse erreur, on supprime le post, Ouais, voilà, on change, on apprend sur ça et on améliore la prochaine fois. bien sûr. Mais je suis totalement aligné. Et j'aimerais qu'on parle dans un instant d'un lancement d'une de vos fonctionnalités, notamment Swile Travel. Juste une question sur la page LinkedIn pour conclure sur ça. Aujourd'hui, vous avez une page qui est quand même performante, très performante même. Ça représente combien d'abonnés, la page LinkedIn Aujourd'hui, on a 113 000 abonnés. Et vous publiez à quelle fréquence? Est-ce quelle est la stratégie autour de cette page? Autour de cette page, on est sur 2 à 3 posts par semaine. On essaie d'avoir des calendriers par trimestre et qu'on ajuste. Au début, là, on arrive sur Q2. Globalement, là, on bosse avec tous les brand managers. On crée un calendrier global où j'ai sur toutes les verticales les principales actualités. Puis après, il va y avoir ce qui va arriver chaque semaine, les petites nouveautés qui vont arriver en dernière minute ou pour le mois, qui vont venir compléter ce calendrier. Et ça va être un mix de petits quick wins, des fois, de juste une discussion avec le CARE où on se rend compte qu'il y a ce sujet qui revient souvent en ce moment. On se dit, ok, comme en effet, on a ce sujet en interne, c'est le lundi, en fait, le mercredi, le contenu va sortir parce qu'on va aller le tourner, on va répondre face cam, un incarnant, et on répond juste à cette question. Et d'autres qui ont plus de fond, où on va aller décrypter un sujet sur le paiement dans le monde pro, où on va préparer un contenu qui va durer peut-être 5 minutes, qui va nous faire au final 4-5 contenus sur LinkedIn, parce qu'on va en faire des petits extraits pour rediriger vers un format long sur un YouTube. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça que un bon mix entre du snack content, des petits quick wins et d'autres formats qui demandent plus de préparation. Vous êtes 1000, mais vous gardez quand même cette agilité en termes de communication, où on peut rebondir presque du jour au lendemain, quoi, sur ce qui se passe, sur les nouveautés qui sont lancées, etc., pour les publier sur vos pages. Ouais. Oui, c'est encore ce truc, la brand, on est très complet, très autonome, et puis on a les clés du camion, en fait. Donc en fait, à la fois on est quasiment 1000, mais en fait on est 20 sur cette partie-là. Donc ça va vite, quoi. Ça va super vite. Et c'est la culture aussi, c'est que ça va ultra vite. Ça va toujours ultra vite chez nous. On essaie de pas trop tout intellectualiser. On publie, quoi. On fait, on publie, et puis si c'est raté, on verra la prochaine fois. On avance, parce que sinon, on vient tous... je pense que 70% de l'équipe brand vient de l'agence. Et je pense que tout le monde a sorti une campagne en 8 mois, connaît cette douleur et ce chemin où voilà, l'idée se dilue au fur et à mesure, et on finit par la détester au moment où on la met en ligne. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on a envie d'éviter absolument, quoi, parce que donc je pense qu'on a une vélocité parfois qui peut être
too much, mais ça va archi vite. Honnêtement, Ouais. ça va très très vite. C'est pour ça qu'on publie beaucoup de choses. Et je sais qu'on a fait des années où il y avait une grosse activation par mois avec tout et personne qui nous aidait à la faire. Donc c'était conception, prod, diffusion, tac, 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 constant. Il y a une espèce de chaîne de prod et on n'était pas 20, pas 20 à cette époque-là. Donc non, on est habitué, on est cardio. Puis on le voit encore plus sur un TikTok. Il y a des fois aucune logique dans la performance du contenu. Des fois, il suffit d'un commentaire qui dit à chaque fois que je bip sur la borne de train, on a ce truc de je bip sur la borne de train pour mon billet, je me retrouve avec c'était pas dans mon wallet, donc ça bip ma carte bleue, je passe pas. Faire juste un contenu de la chef de projet social media qui bosse avec nous, qui prend son téléphone, qui voit ce commentaire, qui en 2 secondes fait une vidéo face cam où elle explique comment ajouter le billet dans son wallet. C'est un contenu qui a pris 2 minutes de préparation et qui globalement est un des top performers sur l'année sur TikTok, plus que certains qu'on a préparés pendant 3 mois. Et je pense que c'est cette liberté, ces petits quick wins aussi qui font une bonne stratégie social media à la fin. Mais garder cette agilité, je pense que quel que soit le niveau de maturité d'une boîte, qu'on soit challenger ou leader, c'est quelque chose qui est indispensable et j'espère qu'on la gardera toujours. Tu parles de voyage, donc du coup ça me permet de faire le lien avec Swell Travel. J'aimerais bien qu'on décortique un peu le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Est-ce que vous pouvez nous définir, est-ce que vous pouvez nous parler de Swell Travel? Qu'est-ce que c'est? Swell Travel, c'est tout simplement une solution de déplacement pro. Les déplacements pro, c'est un truc énorme hein, dans le monde du B2B. Et en gros, d'abord, c'est une plateforme pour l'utilisateur. On pourra parler de l'admin après aussi, mais pour l'utilisateur, qui lui permet de réserver des billets de train, des billets d'avion, un hôtel, une voiture de location, tout ce qui va permettre d'aller d'un point à un point B quand on a besoin d'aller à un séminaire, à une réunion, à un rendez-vous client, etc. Mais la vraie grosse différence déjà à ce stade-là, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin d'avancer de frais. C'est-à-dire que la plateforme permet à l'entreprise d'intégrer ce qu'on appelle une politique de voyage, qui permet de dire, par exemple, pour toutes les personnes, c'est maximum 250 € par nuit d'hôtel, ce genre de règles-là, qui sont très complexes et très complètes. Notre outil les intègre très facilement, et c'est une vraie grosse différence déjà à ce stade-là, c'est-à-dire que moi je réserve, Thomas demain va à Montpellier, réserve son train, son hôtel pour Montpellier, il a avancé 0 frais, il n'en avancera jamais, tout est réservé automatiquement, c'est validé automatiquement parce que ça correspond à un petit voyage, bref. C'est une plateforme de résa qui est ultra cool, qui a aussi le plus large réseau du marché. Donc on a tout, on a les Wigo, les machins, tous les hôtels possibles. Il y a une map qui est hyper bien faite pour choisir son hôtel. Enfin, on a pris l'ensemble des features un peu cool. Autant pour réserver son hôtel sur Swell Travel, c'est aussi cool que de chercher un truc sur Airbnb, quoi. Donc chaque bloc a une utilisation qui est super cool. Et à côté de ça, on a immédiatement dans mon app Swell, j'ai mes billets de train que je peux mettre dans mon wallet, etc. Donc Swell Travel, c'est ça. C'est une solution de déplacement pro. Et côté admin, c'est un bonheur parce qu'en fait, j'ai pas la personne qui va venir avec ses reçus d'hôtel, de trucs, de sa note de taxi, faire valider son acheté sur SNCF, mais en fait il l'a pris sur Booking. Est-ce que j'ai pas la facture de trucs, et de devoir à la fin d'un déplacement pro se retrouver avec un enfer administratif parce que l'autre il a perdu sa machin, parce que le truc il a plus accès à ses mails, parce que franchement c'est un bordel sans nom. Hein. Et du coup l'extra simplicité depuis mon app Swile, je clique, je réserve mon train au meilleur prix, tac tac tac, je peux choisir si je veux voyager à côté d'un collègue, je peux dire qui est avec moi, je peux réserver à sa place, je peux annuler gratuitement, machin, etc. Enfin, franchement, tout ce que tu peux imaginer comme facilité et bonheur pour un déplacement pro, c'est dans l'application. Donc ça, c'est Swile Travel. Là, ça, c'est un truc énorme parce que, on le rappelle, à la base, on est là pour dématérialiser les titres restaurants. Donc forcément, là, ça devient un truc... ça nous fait aussi changer d'interlocuteur en interne parce que là, on va plus s'adresser au directeur administratif et financier. On n'est plus que sur la partie RH. Donc c'est vraiment un gros virage chez Swile. Et du coup, donc, depuis quand c'est disponible et comment vous avez communiqué sur cette nouveauté? Parce que tu le disais tout à l'heure, on parle à la fois en B2B, mais aussi en B2B2C ou en B2C. Donc comment vous faites? Parce que c'est quand même deux cibles différentes.
Voilà, comment ça marche dans les faits? Bah, Thomas prendra la suite, mais le point de départ de ça, justement, c'est pile cette question-là. C'est de se dire à qui on parle, du coup? À qui on parle? Est-ce qu'on va convaincre les RH en leur disant... les DAF, pardon. On va convaincre les DAF en leur disant, les gars, on a la solution qui vont vous faire gagner un temps monstrueux, des conflits, vous faire éviter une tonne de conflits et qui vont vraiment simplifier la vie de tout le monde. Est-ce que ça vous tente? Qui pourrait être une stratégie super en publicité. Ou on se dit, on fait comme d'habitude, on est user-centric et on va s'adresser aux gens qui se déplacent en disant, les gars, tout est horrible, on le sait, donc voilà ce que vous pouvez faire maintenant. Ça, c'est deux façons de faire. Du coup, nous, on s'est dit, bon, on va parler aux users, mais dans les users, on veut leur parler si fort et avec un message si percutant que quiconque travaille autour du déplacement pro, quiconque est directeur administratif ou financier va entendre parler de ce truc. Parce qu'on veut que ce soit une révolution, mais on va passer par les users. Et du coup, de base, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on trouve les gens qui se déplacent? En gare. Du coup, on va faire une campagne dans les gares, où on va faire de l'affichage, on va repeindre les gares, la gare de Lyon, Saint-Lazare, gare du Nord, on veut que ce soit chez nous, on veut que les gares, ce soit chez Swile, à un moment ultra important qui était la rentrée. Et du coup, on a fait une grande campagne d'affichage avec des messages ultra puissants, des messages qu'on n'a pas du tout envie de lire quand on est en gare, genre débrouillez-vous tout seul. Et en fait, la body qui te disait, genre, sur l'AppSwile, vous n'avez pas besoin vous pouvez vous débrouiller tout seul, etc. Machin. Mais en tout cas, avec des accroches ultra puissantes qui mettaient en avant des pains utilisateurs, avec un rebond toujours sur des features produits. Donc ça, c'était le premier pan. Côté mass média, on va dire. Après, il y a eu en social media, il y a eu d'autres. Ouais. Derrière, l'idée c'est qu'on a tiré le trait. On est parti en effet du coup de cette campagne en gare avec toujours ce même point. On adresse les pain points users et SEO. Derrière, on a lancé un format sur les réseaux sociaux qui était Decrypt où là vraiment on est venu expliciter un peu plus cette campagne et on a donné la parole à ceux qui font soit le travel chez nous à l'interne. C'est un truc qu'on a parlé tout à l'heure de l'employé advocacy. Mettre les Swilers en avant, mettre l'interne en avant, c'est un truc qu'on adore chez Swile parce qu'au final, ceux qui parlent le mieux du produit, souvent, ce sont les Swilers et nos utilisateurs. Et du coup, on a donné la parole à des devs, à des sales, qui ont décortiqué cette campagne et surtout de tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer quand ils en ont parlé avec des clients, les problèmes les plus fous que les clients ont rencontrés. Et ça nous a permis du coup de tirer le fil, d'expliciter et de faire vivre cette campagne plus longtemps, notamment sur les réseaux sociaux. Et si je peux me permettre, à ce moment-là, il y a un truc qui est en fait assez naturel aussi dans les contenus qu'on crée à ce moment-là, c'est que nous, en fait, notre réponse, elle est tech uniquement. On a une réponse qui est technologique, qui est là pour simplifier. Et en fait, du coup, nos features parlent mieux que nous. Donc c'est aussi c'est pour ça qu'on va chercher aussi des gens en interne pour s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est en explicitant le produit que, en fait, tout est très logique. On invente rien. On déshabille tout, on simplifie tout au maximum et de se dire ok, pourquoi c'est un enfer à cet endroit-là, ok, bah ça on l'adresse comme ça. Qu'est-ce qui est galère dans les déplacements pro, c'est qu'à la fin je me retrouve avec tous les tickets. Bon je les prends tous en photo, ils sont dans mon app et c'est géré. Pourquoi c'est une galère d'avancer les frais parce que je me fais rembourser, ça peut coûter très cher de se déplacer, c'est une horreur d'avancer ses frais. Ok, comment on trouve une solution tech pour que plus personne n'avance de frais pour son déplacement pro, parce que ça n'a aucun sens. Le déplacement pro, c'est déjà un truc très stressant. Si en plus je dois mettre 500 € qui peut-être me seront remboursés le mois prochain, en fait, il n'y a rien d'agréable, alors que ça peut être un moment agréable de se déplacer pour un séminaire, pour un rendez-vous. Donc c'est comment on enlève tout ce stress avec des réponses tech. Donc en fait, c'est très facile là, de créer du contenu et d'en parler, qu'on a juste à expliciter le produit, à le détailler, et ça parle tout seul parce que c'est uniquement des pains qui sont adressés et des solutions pour les utilisateurs et pour les admins qui tombent sous le sens. C'est que de la logique pure. Donc c'est facile pour les gens en interne de dire moi typiquement j'ai bossé sur cette fonctionnalité là pour X raisons. En fait en face c'est oui je comprends, c'est fou qu'on ait eu ce problème pendant 20 ans. Pourquoi personne ne l'a fait avant? Ok, c'est top. Donc on n'a pas besoin de créer une personnalité trop forte au produit, à la marque Swile Travel. On a juste à expliciter le produit, à le montrer, et en général, ça suffit. Et du coup, c'est sorti quand, Swile Travel ?
Swell Travel, ça fait à peu près 1 an, je dirais que c'est disponible. C'est sorti, la campagne est sortie en septembre dernier. La campagne de lancement, c'était disponible évidemment bien avant et commercialisé depuis, ça doit faire maintenant 1 an et demi du coup, mais c'est commercialisé avant. Alors déjà, les premiers utilisateurs quand un nouveau produit sort comme Swell Travel, c'est les Swellers, c'est mis à disposition des Swellers, donc c'est testé en interne de manière massive, parce qu'effectivement on est à Montpellier, on est à Toulouse, on est à Sao Paulo, donc des gens se déplacent, donc du coup c'est utiliser le produit. Ensuite c'est évidemment testé auprès de clients qui sont demandeurs de ça, parce que on crée pas des produits s'il y a pas de demande. Donc ça, et ensuite c'est commercialisé, et ensuite il y a une grosse campagne de lancement brand, et là on fait un maximum de bruit, et c'est là que les contenus arrivent. Sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand vous sortez une nouvelle fonctionnalité, est-ce que vous avez une sorte de séquence sur la prise de parole, teasing, annonce, activation, etc., ou ça dépend? Et c'est vraiment en fonction de ce qui va sortir. Ça dépend. On se fixe pas de règles comme ça. On travaille comme le ferait une agence, mais d'abord on prend énormément de temps à faire un très gros brief qui est créa et strat chez nous. On a un responsable de la strat aussi interne à la brand. On fait un énorme brief qui prend les demandes de tout le monde, la réalité produit, les demandes du business, ce qu'on a envie de faire nous en termes de créa à la brand, etc. Donc non, en fait, on n'a pas de séquence, je dirais. Alors il y a des patterns, mais on n'a pas de séquence imposée. Au contraire, on garde cette liberté-là. C'est une liberté. La liberté, c'est un truc ultra important chez nous, la liberté créative. Et on l'a depuis le début. On est très opportuniste aussi. Tu vois, au moment, alors, on va pas digresser 3 heures là-dessus, mais au moment du Covid, les espaces publicitaires dans le métro étaient nus. Maintenant, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on fait une campagne, on achète ces espaces-là, il y aura personne qui va les voir, mais on va faire une vanne là-dessus. On essaie de rester connecté. Et au moment où on faisait sur Swell Travel, quand on faisait la conception des messages qu'on avait envie de donner, on faisait aussi en même temps la strat média. Et en fait, elles ont fini par se croiser en se disant, c'est un signal fort. On avait pensé de se dire, on se met dans le métro, on se met un peu partout en France, on fait de l'affichage. Non, en fait, non. Nous, on veut que quiconque met un pied dans une gare en France voit notre campagne et voit tous les messages qu'on avait, ultra contextuels. T'avais un message rigolo dans les couloirs, un message marrant au-dessus des affichages des horaires de train à Gare de Lyon. Il y a marqué vous avez un train de retard ou un retard sur votre train, etc. On essaie toujours de jouer avec les gens, de créer un truc. Et on voulait que les gares ce soit à Swell, en fait, et que le message ce soit ça. Swell Travel, c'est en gare, c'est chez nous. Le train, c'est avec nous, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre annonceur. Pendant 15 jours, c'est à nous. Et puis 15 jours après, et on est revenu, on a fait une deuxième vague. Donc tu vois, en fait, la stratégie média est aussi un peu devenue la créa en envoyant un signal fort, parce que tu vois, on avait un exemple dans nos réunions. Quand tu vas à l'aéroport, Air France et Amex, c'est chez eux les aéroports. Tu vas à l'aéroport, il y a des pubs Amex, c'est chez eux, c'est comme ça. Et ça crée une association évidente. Mais nous, on s'est dit, ok, nous, c'est les gares. Notre délire, c'est les gares. Donc non, il n'y a pas de process figé pour te répondre. Il y a des patterns. On sait qu'on va avoir une grosse prise de parole. On sait qu'on va avoir envie de faire s'exprimer les Swellers dans un contexte sur le social media. On sait qu'on va avoir besoin de contenu aussi plus divertissant pour Instagram, pour TikTok. On décline, on essaie d'avoir un dispositif qui soit cool. J'avais juste une question, une question / remarque. Tu parlais de ce que vous avez fait dans le métro pendant les confinements, pendant le Covid. Donc c'était un affichage plutôt dans le métro, donc physique. Ouais. Et derrière, je suppose qu'il y a une amplification du coup au niveau réseaux sociaux, parce que ça doit être pris en photo, ça doit être partagé. Et donc c'est un ensemble en fait. Évidemment. Là, en fait, c'était surtout pour ça qu'on le faisait, parce que la campagne disait la carte la plus inutile du moment, parce qu'en gros c'était vous pouvez dépenser dans les restos, dans les ciné, tout est fermé, etc. Et évidemment que c'était ça, parce que les gens pouvaient pas sortir, on a l'impression qu'on allait tous mourir à cette époque, donc on pouvait pas sortir, et du coup évidemment c'était aussi de créer une image puissante, une image mémorable de quai vide avec notre campagne en plein milieu, et de le diffuser sur le social media qui à l'époque était quand même le café, la place, la balade, le restaurant, le cinéma, qui était le seul endroit où on pouvait se retrouver. Donc évidemment ça c'est un réflexe qu'on a. C'est pareil, quand on a fait la campagne Swell Travel, on s'est pris aussi des affichages un peu exceptionnels, l'espèce de demi-lune ou des trucs suspendus à Saint-Lazare, des choses qui sont énormes, très visuelles. Avec des répétitions d'accroches un peu cool, évidemment qu'on prend quelqu'un qui est professionnel pour prendre en photo des campagnes, parce qu'on a envie d'en faire des images puissantes pour le social media, pour LinkedIn et pour ailleurs.
Quand on fait on avait évidemment dans le plan aussi des DOH, donc on savait qu'on devait faire du motion. On s'est dit, quitte à faire du motion, on va aussi d'ores et déjà imaginer nos stories Insta, nos contenus en vertical, notre paid en vertical, pour que tout se ressemble, tout ait le même look and feel, et que notre campagne elle soit déclinée, mais de manière smart. On n'hésite pas à retoucher les mots aussi en social media. On met beaucoup d'exigences. C'est pas juste un canal pour nous, le social media. On est né là-dedans, avec LinkedIn notamment, comme en parlait Thomas. C'est un truc qui est essentiel pour nous. Donc du coup, on est capable de, par cette autonomie et le fait qu'on ait des rédacs et des DA et des motions en interne, de se dire, ok, si on est sur Insta, c'est quand même beaucoup plus gaulerie de tourner les mots comme ça. On n'est pas obligé d'être bloqué dans notre accroche qu'on retrouve en gare, par exemple. Puis c'est tout un funnel qu'on construit. Au final, on peut pas tout dire sur une affiche en gare. Donc on essaie d'aller à l'essentiel. Il y a toujours ce truc que j'adore qui est la balle de tennis. Je te lance une balle de tennis, tu vas l'attraper. Je t'en lance 10, tu vas en attraper aucune. Donc autant que je t'en envoie une que tu vas attraper. C'est ce qu'on faisait avec nos grosses accroches en gare pour vraiment interpeller et avoir ce truc de t'as 1500, 2000 contenus par jour que tu vois. Ok, comment on interpelle et on met pas juste notre carte alors que t'as vu... j'y pensais ce matin en plus. Je suis venu... jusqu'au podcast, j'ai vu, je crois, 6 affiches avec des cartes. Je me suis dit, en fait, si on fait ça, jamais on retient entre Contour et Revolut. On n'arrive pas à se situer à la fin de la journée. Puis après, par contre, le social media, c'est là où on peut prendre la parole presque tous les jours, aller dire plein de choses. Et au lieu de se dire, on met tout sur nos affiches et personne ne retient rien, derrière, on va se dire, OK, les preuves, ce qui est plus du concret, des chiffres, on va venir les mettre derrière et construire tout ce funnel qui part de campagne en gare et qui derrière va avoir nos formats en paid, qui vont avoir nos formats en organique, où on va parler de nos features. Et au final, c'est quelque chose que même là encore, 6 mois après, cette campagne, on continue de la tirer avec à différents niveaux du funnel, que ce soit en tofu, en mofu ou en bofu, avec des messages qui sont à des niveaux différents. Sur ce que tu disais, c'est marrant, je pense que le format Decrypt qui était associé à la campagne Soil Travel, qui était de se dire, on part de l'affiche, donc c'est un contenu face cam avec la responsable de Soil Travel chez nous, qui relie l'accroche et qui l'explicite, qu'est-ce qui se cache derrière, etc. Le format, il est hyper cool, et je pense qu'il marche bien. J'ai plus les résultats en tête, mais je crois que ça marche plutôt bien. Et surtout, en fait, je m'en rends compte là, a posteriori, je pense qu'il naît d'une frustration qui est de se dire justement ce que tu disais là, on n'arrive pas à tout dire sur notre affiche. Alors, c'est pas parce qu'on est mauvais en créa, c'est parce qu'on avait beaucoup d'enthousiasme sur Soil Travel, donc on a un peu envie de tout mettre et d'expliquer à quel point c'est complètement fou le système des déplacements pro en France. C'est vraiment une hérésie dingue. Et du coup, tu sais, un truc où tu te dis genre, tu sais, t'as la gourmandise de mais attendez, j'ai encore un truc à vous dire, c'est le gars qui te suit dans la rue, quoi, tu vois, est-ce que vous ne saviez pas, tu vois, un peu relou. Et en fait, et du coup, en fait, ça crée un format qui est sympa, où dit voilà, on a cette accroche là, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette accroche, et ça dure il dure combien, c'est quoi, c'est une minute, c'est un format d'une minute, une minute 30 une minute 30, mais qui te permet de dire en fait on adore cette accroche parce qu'en fait ce qui se cache derrière c'est fou, tu vois, et on a besoin de le verbaliser, on a besoin que les gens le réalisent et voilà, et mettre le doigt dessus. Donc parfois ça naît aussi d'envie, où on a une façon de bosser très organique. On s'écoute, tu vois, en se disant putain, les affichages sont vides, c'est le Covid, c'est marrant, tu vois, allons-y. L'accroche, les gens vont se rendre pas compte à quel point elle est juste. Vas-y, viens, on fait un format pour expliquer à quel point elle est juste. Enfin, tu vois, t'as aussi ce truc de. C'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment pas de pattern, qu'on est plus, on marche à l'envie. Et il y a aussi un truc, alors ça, je sais pas si c'est intéressant, mais le fait qu'on soit tous venus à la brand bosser chez Swile, et pour le coup, on bosse tous depuis 4-5 ans. La brand, c'est un des services où les gens restent le plus. C'est parce que c'est notre KPI numéro 1 entre nous, de se dire faut qu'on prenne du plaisir, faut qu'on soit fier de ce qu'on sort, que tout le monde soit content, nous déjà de le publier sur LinkedIn, qu'on n'en ait pas honte de ce qu'on fait, parce que mine de rien, si t'enlèves tout, moi il y a 5 ans, quand Swile m'a contacté et m'a dit tu veux venir bosser dans une boîte de titres resto, ma réponse était non, enfin tu vois, de manière évidente, en mode non, ça a l'air horrible. Quelle pire histoire. Moi je faisais des campagnes pour Adidas, pour machin, je me régalais, je faisais de la créa, tu vois, j'étais sur le mec qui me dit on va faire des titres resto, c'est hors de question, je n'y vois pas l'intérêt, tu vois. Sur un marché B2B face à Edenred, et tous les mots m'ennuient profondément.
Et en fait, après, justement, ah non, c'est pas vraiment ça, le principe. C'est pas de vendre des titres restaurants, c'est ça. La vision, c'est ça. Les objectifs, c'est ça. En fait, on veut devenir une marque énorme. On veut être la marque de référence sur le monde du travail. On veut être la marque la plus cool du monde. On veut faire une solution de paiement unifiée. Dans 5 ans, ce sera un truc gigantesque et on sera leader et machin et truc. Et en fait, vous avez la liberté créative, vous faites ce que vous voulez rapidement ou à l'instinct. Il faut que ça sorte des tripes. On veut des trucs qui dérangent. On veut oser. Il y aura pas de nom, etc. Ok, j'ai compris le délire. Et du coup, ce truc-là, nous, on essaie de le garder, nous. On est gardiens de ça parce qu'on est tous là depuis ce moment-là. Et le contrat de base, le contrat moral au sein de la brand et donc de l'équipe com chez Swile, c'est de se dire, il faut qu'on continue à prendre du plaisir parce que si on commence à se faire chier ou à être un peu genre, moi, je le fais pour le faire, là, on est mort. Parce que tous les signaux de notre marché nous attirent vers l'ennui. Les RH et le B2B, la communication autour de ça, il n'y a rien de très vibrant. Et du coup, c'est facile. Si tu passes ta journée à bencher ton marché, ton secteur, t'es mort. Nous, on va chercher ailleurs, etc. Donc, on a ce contrat moral. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'être très vivant et de faire des choses qui nous plaisent. Et une question du coup sur l'après. Donc, vous avez mis en place une campagne. Ouais. Elle a priori performé dans ce que j'entends, mais justement, comment vous pouvez déterminer si une campagne a performé ou pas? C'est quoi les chiffres que vous regardez, ou en tout cas les KPIs ou les signaux que vous regardez si une campagne a fonctionné? Il va avoir différents impacts, mais il va avoir la campagne, comment elle a fonctionné, combien on a touché de personnes, combien il y a eu de répétitions, combien il y a eu d'impressions sur nos vidéos, le taux de complétion. Ça nous permet aussi, si on prend 5 sujets différents, on regarde le taux de complétion sur chacune de mes vidéos, on se dit, ok, qu'est-ce qui fait que ça a marché, pourquoi les gens ils ont acheté à 25%. Nous, ça nous apporte des infos côté brand, et ça nous apporte aussi côté produit des infos, de se dire peut-être que cet insight, c'est celui qu'on doit mettre le plus en avant. Ça, c'est le premier point. Après, chaque année, on a aussi des études, un brand tracker, où on va faire comparer nos taux, que ce soit en spontané, en assisté, d'une année sur l'autre. Ça nous permet de voir l'évolution et notamment de se dire, ok, là, on a gagné plus de points, on a fait une campagne. Ok, là, on n'avait pas fait de campagne, on n'avait gagné que 1 point. Donc, ça nous permet aussi d'avoir cette notoriété au global. Puis après, on construit surtout, comme je te disais juste avant, tout ce funnel avec du tofu, du mofu, du bofu. Et c'est le nombre de leads qualifiés qu'on va réussir à faire rentrer via le marketing, via le social media. Et tu vois, typiquement, la campagne Travel, on l'a sortie aussi au moment du salon IFTM, qui est le plus gros salon du déplacement pro. Et la campagne est arrivée 15 jours avant ce salon. On avait des déclinaisons de notre campagne partout dans la porte de Versailles, sur chaque poteau pour arriver jusqu'au salon. Donc il y avait un truc, et notre stand était ultra conceptuel. On avait fait un truc de fou, on avait fait un faux train, etc., avec comme si tu étais dans un wagon immersif. Donc en fait, on a été relou sur la période. C'était difficile de passer à côté. Donc ça, et effectivement, la génération de leads et les gens qui arrivaient sur le stand en disant « Ah, bah trop drôle, la semaine dernière, ah bah oui, je me doute que tu l'as vu, c'était impossible de passer à côté. » Donc il y a aussi ce truc-là qui est des signaux forts qui nous reviennent du terrain. Et à côté de ça, on a aussi une agence média qui nous donne des chiffres très clairs sur la campagne en elle-même et sur les impressions, sur le DOH. On avait aussi du retargeting tu vois, si tu t'approchais de nos DOH, il était possible que tu sois retargeté sur ton smartphone avec nos ads et tout, etc. Bon, un dispositif média assez classique finalement. Donc on a aussi ces chiffres-là qui sont ça. Mais on surveille énormément pour savoir si nos actions ont du sens. Parce que si on ne fait pas que s'écouter et que faire des trucs qui nous font kiffer, attention à ce que j'ai dit avant, c'est cool, mais on est très, très réel aussi, on a des chiffres. Et si vous prenez un petit peu de recul sur cette OP, sur ce lancement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Ou est-ce que pour vous, c'est une réussite avec un peu de recul maintenant? C'est une très bonne question. Je ferais forcément différemment parce que c'est évident, tu vois, genre, c'est évident. En créa, je pense que c'est impossible de répondre autre chose que ça. Non, moi, honnêtement, je pense que c'est très bien. Je crois que j'appuierais encore un peu plus fort sur le ton. Je crois que j'irais un peu plus, j'aurais été peut-être un peu plus pushy encore sur le ton. Donc c'est peut-être ce truc d'oser. Je pense que c'est pas un regret, mais je pense que ce qui a péché, c'est que le processus créatif a été très long cette fois-ci. En fait, on s'est dit, c'est une grosse campagne, c'est un gros produit, c'est un gros tournant pour Swile. On va prendre de l'élan
et on va pas faire comme d'habitude. On va se prendre 6 bons mois là, bien gras là, pour itérer, pour chercher des idées, pour concevoir. Et je pense que c'est ça, c'est la première fois qu'on le faisait honnêtement. Et je pense que c'est ça qui nous a mis dedans. Un peu de, à la fin, tu vois, ce truc où on est super content de ce qui est sorti. Franchement, la campagne, elle est géniale. Mais un truc un peu de, je commence à un petit peu moins l'aimer au moment où j'appuie sur le bouton, ce que je te décrivais tout à l'heure. Donc à la limite, ça serait ça mon regret. Donc je changerais plus le processus que le résultat. Le résultat, je le trouve très bon. On peut toujours faire mieux, évidemment. Et on va bientôt recommuniquer et ça sera encore mieux. Mais je crois que je changerais le processus sur quelque chose de plus condensé, plus instinctif. C'est ce qui est hyper aussi important dans une équipe brand, c'est que toutes ces choses, on se les dit après la campagne. Oui. On se parlait de l'importance du feedback. Après chaque campagne, on fait un post-mortem avec toute l'équipe qui a bossé sur la campagne. Et pour le coup, on n'est pas là du tout pour s'auto-congratuler. Non, ouais. C'est pas forcément un bon moment, Ouais. mais c'est un moment hyper utile. On se dit les choses positives et c'est hyper important de faire du feedback positif. Mais par contre, on se dit et surtout on appuie, on prend le temps d'avoir des discussions autour de ce qu'elle est pas. C'est pas pour tirer dans les pattes de l'autre, c'est pas pour dire toi t'as mal fait ça, c'est plus pour apprendre, pas reproduire forcément les mêmes erreurs. Et je pense que dans notre capacité à durer et à avoir envie de rester chez soi et d'avoir la même excitation autour des projets, c'est aussi qu'on apprend de nos erreurs, qu'on se les dit et qu'on est vraiment devenu une vraie équipe. Mais oui, c'est vrai que moi je suis arrivé il y a 4 ans, je pense que j'ai vu 4 départs en 4 ans et que le noyau dur est toujours là, on se connaît par cœur et on a cette capacité, on est tous potes, mais on a cette capacité à se dire les choses quand ça va pas, parce que c'est ce qui nous fait progresser. Hyper important ce feedback-là. Des fois, c'est sur de l'extra détail, justement, tu vois, sur du process, de se dire, 6 mois, les gars, tu vois, on s'en est parlé de ce truc, en disant, c'est fou qu'on ait fait ça. Et des fois, c'est sur des trucs plus, voilà, de process, etc. Et c'est un truc qu'on fait pour des contenus, des fois pas pour des grosses campagnes, pour des contenus où il y a eu beaucoup d'engagement, où ça a pris 3-4 personnes, etc. Donc, ok, est-ce qu'on a tout bien fait? Et on le fait aussi au stade à l'échelle du service, aussi une fois par an. Tous sur l'année. Keep, drop, start, comment on devient meilleur. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de feedback constructif, comme on dit, qui est intense, quoi. Après, on va tous boire un verre. On fait un truc, on va faire un laser game, j'en sais rien, il faut qu'on lâche un truc derrière. Mais c'est ultra fondateur. Et je pense que sur des équipes, notamment sur du social media, ou de la création de contenu, où c'est dense, ça va vite, tu publies, il peut se passer des choses, c'est jeté à la subjectivité des gens, donc tu as des commentaires, tu as des trucs, il peut se passer des choses, etc. Ça peut créer beaucoup d'intensité. Le feedback, il est absolument essentiel. Et sur le social media, ça nous permet justement de pas trop itérer en avance, de savoir, on se cale 1 point à 2 points par trimestre, où on se fait on se reprend tous les posts et on se dit, ok, comment on aurait pu faire mieux. Et ça nous permet de se dire que il y aura ce temps de parole, il y aura cette liberté de parole, et pas être toujours sur le moment présent on doit tous être autour de la table à se dire, est-ce que ce contenu est bien? Le contenu, franchement, si on se dit, on a tous une très bonne connaissance de la marque, on y va si on pense qu'il a du potentiel et on le jugera un peu plus tard. Et ces décisions vont permettre d'améliorer et de faire de mieux en mieux au fil du temps. Mais c'est hyper important en effet d'avoir ce temps de parole où on sait qu'on va pas tout garder pour nous et que ça sortira jamais. Aujourd'hui, pour qu'on se rende compte, Swile, ça équipe combien d'entreprises? Aujourd'hui, on a 85 000 entreprises et 5,5 millions d'utilisateurs sur le marché. Et ça va vraiment de ministères à de grosses boîtes comme Carrefour. Swelo, c'est ce que j'allais dire. Swelo, qui est peut-être le principal client d'ailleurs. Mais ouais, aujourd'hui, on est co-leader sur le marché. Et sûr que par rapport à quand on est arrivé, encore plus pour Thibaut, où il y avait une équipe marketing qui était très réduite, et même une équipe Swile au global qui était très réduite. Ça fait 4 ans que je suis là, mais j'ai l'impression d'avoir vu 4 entreprises différentes. Ouais, c'est monstrueux. Merci beaucoup déjà pour tous ces éléments. Je vous propose de conclure ce podcast avec 2 petites séquences. Thibaut, je vais te proposer de piocher dans ce petit pot une des 8 tendances pour vous contextualiser un petit peu ces petites tendances. Chaque année chez Swelo, depuis 4 ans, on sort 8 tendances social media en janvier.
Et je vous proposais de réagir à celle-ci, qui est la suivante. Le social commerce passe à la vitesse supérieure. Je vous contextualise un petit peu la chose. C'est vrai que depuis quelques années, le social commerce va de plus en plus vite sur les réseaux sociaux. Il y a de moins en moins de freins pour acheter via les plateformes sociales des produits. Je pense notamment à TikTok, où il y a vraiment des parcours clients qui sont hyper fluides. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement, de la facilité maintenant d'acheter directement grâce aux réseaux sociaux? C'est une très bonne question. Effectivement, TikTok Shop, les lives, les enchères, il y a aussi un site d'enchères qui est en train Ouais, ouais. de péter. Pour moi, c'est fou parce que c'est pas ma génération du tout. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Donc, je sais pas si ma réponse va être hyper intéressante. Mais je le vois autour de moi où les plus de 30 autour de moi achètent sur Instagram des trucs en disant « Ah, je l'ai vu sur Instagram, je l'ai trouvé cool, j'ai acheté. » Parce que, évidemment, l'image était bien foutue, la mise en situ était super, le mec était inspirant, le t-shirt avait l'air génial, ils l'ont acheté. Hier, on en parlait avec Mathilde, qui nous donnait des chiffres ahurissants sur le chiffre d'affaires sur TikTok. Moi, ça me donne le vertige. J'ai vu aussi des contenus d'influenceurs qui vendent des trucs en 4 secondes Ouais, j'ai vu ça à aussi. l'écran, qui portent une robe qui a des tac, 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 et ça se vend. Honnêtement, j'avoue que je suis un peu perdu, sachant que d'autant plus, on opère, nous, sur un truc B2B, on est très loin de faire du social commerce. Après, pour moi, en vrai, la logique, elle est évidente. Dès que je dois aller aujourd'hui, parce que moi j'aime bien aller en boutique, je suis peut-être un vieux de la vieille, mais j'aime bien me déplacer, toucher la matière, tu vois. Non mais voilà. Mais bref, quand je vais sur des sites hors des NVB pour acheter des trucs, franchement c'est une tannée, c'est ingérable. Sur le mobile, t'as envie de enfin c'est vraiment, l'expérience, elle est vraiment à chier, et je reste poli. Donc évidemment que des plateformes comme TikTok et Instagram te mettent dans des tunnels où ça prend 2 secondes, où tu es en Apple Pay, le truc, tu crushes dessus parce que la vidéo elle est cool, tu cliques sur le produit, tu Apple Pay, il va être livré, il n'y a pas de souci, c'est géré en 2 secondes. Honnêtement, ouais, c'est d'une évidence folle. Donc moi je trouve que je trouve ça génial, c'est hyper bateau ce que je te dis, je trouve ça génial. C'est vraiment une révolution. Non, mais écoute, le social commerce, c'est la suite logique. J'ai pas énormément de plus de points de vue là-dessus. C'est évidemment effarant les chiffres. C'est évidemment la suite logique, mais c'est pas ma culture. Moi, je pense que c'est une nouvelle forme. Il y a eu l'influence avec les nombreux partenariats, marques, influenceurs Bien sûr. qui continuent à vivre. Aujourd'hui, c'est presque à la portée, on le voit avec TikTok Shop, de tous les utilisateurs. Je pense qu'on viendra à un moment sur un besoin d'authenticité, de consommation peut-être plus responsable et justifiée. Là, aujourd'hui, on trouve de tout et n'importe qui vend tout. Et je pense qu'il y a eu cette période un peu à l'influence où les créateurs de contenu vendaient presque tout et n'importe quoi avant que ça se responsabilise un peu plus, qu'il y ait un peu plus de lois autour de ça. Je pense que ça viendra. Je pense que là, c'est un peu la fête, ça vient de sortir. Mais je pense que les consommateurs vont avoir aussi cette envie d'avoir plus de conviction autour de ce qui est vendu et ce besoin d'authenticité et pas juste d'avoir une relation commerciale et business derrière. Très bien, mais merci beaucoup pour votre avis sur cette J'ai ruiné tendance. le papier. Pardon. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Je propose de passer à la dernière séquence qui va assez vite, c'est le Ouais. grand 8, on l'appelait le grand 8, c'est Ok. 8 questions, 8 réponses, je vous propose d'en faire 4 chacun, si ça Ok, vous va. parfait. Écoute, on va commencer avec toi, Thomas, si ça te va. Le meilleur réseau social en B2B? LinkedIn. Ouais, ça va de soi. J'avoue que j'avais déjà la réponse, mais voilà. Je suis très content d'avoir eu cette question. Ouais, je suis dégueu. Le réseau social que tu préfères, toi, à titre perso? TikTok. Ta source d'inspiration numéro 1 en com, que ce soit une marque, que ce soit un créateur, une source d'inspi sur la communication? Gringot. Ton outil de création favori? On voit aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais un Gemini, Ça je pense marche. que ouais. Thibaut, on passe à toi. Ok. Du coup, le meilleur outil du moment pour toi, celui que tu as testé? Claude. Pour ou contre faire du divertissement quand on est dans le B2B? Pour. J'allais dire, c'est un peu... Ouais, c'est mon on sait. LinkedIn à moi. Un réseau social à abandonner sans regret cette année? X. Et enfin, Swile en un seul mot. Simple.
Merci beaucoup déjà pour ce Merci. grand 8. Écoutez, merci beaucoup pour ce podcast. C'est vraiment un plaisir avec cet épisode qui a eu. Bon, vous avez donné quand même beaucoup de conseils et ça, c'était vraiment très très chouette. On a parlé d'employee advocacy. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'est ce que comme quand on fait de la créa, maintenant ça nous appartient plus. C'est empreinte de subjectivité. Donc les gens diront si c'est rempli de conseils utiles. Moi qui vous ai écouté, je peux vous le dire déjà. Okay, mais pour nous le dire. Dans tous les cas, on mettra les liens pour vous suivre, pour suivre Swile bien sûr dans la description des épisodes. Un grand merci à notre partenaire média, le blog du modérateur, pour son soutien. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en votant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et en repartageant bien sûr sur vos réseaux sociaux, notamment LinkedIn. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Encore un grand merci et puis à très bientôt pour le prochain épisode.